Niemal Béthiou, professeur d'économie et de gestion à l'Université des Mascareignes, vous avez fait paraître un essai « Société en économie évolutive ». Qu'est-ce qu'une économie évolutive? Alors, économie évolutive, c'est par rapport à l'île Maurice, comment le pays a évolué durant ces 50 dernières années. Et j'ai écrit ce livre principalement pour le 50e anniversaire de notre indépendance de l'île Maurice. Alors, l'économie évolutive, c'est plutôt comme si, où on était au début. Alors, en 68, c'était une économie plutôt agricole, pré-industrielle. Et puis, dans les années 70, il y a eu comme si le premier développement industriel. Alors de là, il y a eu comme si un changement, on peut dire, une progression, ça c'est intéressant. Et avec le temps, il y a eu également le développement du tourisme. Et dans les années 80, donc il y avait beaucoup de chômage dans le pays, parce que 60 000 personnes étaient au chômage. Et de là, le gouvernement a décidé comme si de relancer l'économie. Et de cette façon-là, on a pu bouger vers le textile. Et dans les années 80, c'était plutôt au niveau des finances. Donc, on peut voir, ça a évolué. Alors, dans le nouveau millénaire, à partir de l'an 2000, on a bougé vers l'informatique. Alors, si vous allez bien voir, on était une société plutôt pré-industrielle, agricole. On a bougé vers le secteur services, industrie et tout ça. Et dorénavant, maintenant, on a d'autres filières à prospecter, comme on appelle ça l'économie bleue. Et également le fintech, et d'autres choses comme ça. Donc ça démontre que l'économie n'est pas restée comme cela. Peut-être pendant 150 ans, c'était essentiellement axé sur l'agriculture, mais dorénavant, ça bouge. Je peux vous dire que dans les derniers 50 ans, on a bougé vers quelques 4 nouveaux piliers de l'économie. Alors c'est ça qui raconte un peu cette économie évolutive. La grève est une histoire ancienne. C'est le titre du 7e chapitre de votre livre. En effet, il n'y a plus de grève à Maurice depuis belle lurette. Faudrait-il un musée des grèves? Un musée de grève, c'est-à-dire pour se rappeler que la grève a existé dans le passé et qu'il n'y a plus de grève maintenant. Mais je peux donner peut-être une indication. En 2013, il y avait la grève dans l'industrie sucrière, mais ça a tenu pendant 2 semaines et après ça, on est retourné à la normale. Alors la grève, si vous allez bien le voir, c'est quelque chose qui était dans les années de braise, principalement après l'indépendance. Et il y avait également à cette époque-là la montée du militantisme à Maurice. Dans ce contexte-là, il y avait des dirigeants politiques, des syndicalistes, et tout le monde était en verve comme si pour faire bouger les choses. Et peut-être que l'économie mauricienne aussi n'était pas au beau fixe comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Dans ce contexte-là, je peux dire que vraiment aujourd'hui, il n'y a pas de grève. Mais je peux ajouter une autre chose. Il y a également ce qu'on appelle ça l'application de Employment Relations Act qui vous dit que la grève, c'est un dernier recours. Alors, comme c'est un dernier recours, on est un peu intimidé par ça. Et dans la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle des sit-ins, des marches pacifiques, mais cette grève perlée, grève généralisée, c'est quelque chose qui a existé dans le passé. Et je me rappelle de cette époque des années 70, 79, pendant de longs mois, il y avait la grève, mais dorénavant, ça fait partie de l'histoire. Je n'ai pas du musée comme si, mais plutôt de l'histoire, mais voilà, c'est comme ça. Je ne pense pas que dans l'avenir, il y aura ce genre de manifestation. Là, je peux vous dire là, que la grève, dans l'ensemble, est illégale à Maurice. N'importe quelle loi, depuis qu'on a eu l'indépendance ou à quel moment, la grève est considérée comme illégale. Mais à l'époque, peut-être, on n'avait pas tellement bien interprété les lois. Mais à partir du moment où il y a ce Employment Relations Act, maintenant il y a des étapes. C'est bien établi et tout le monde a accès à ce document. Alors là, on peut voir que la grève, c'est un dernier recours. C'est quand il y a le deadlock, on appelle ça entre l'employeur et l'employé. Alors là, maintenant, on commence à comprendre vraiment qu'à Maurice, dans la situation mauricienne, la grève demeure quelque chose d'illégal. C'est comme ça. Niemal Béthiou, un autre chapitre de votre livre est consacré au métro express. Ce sera bientôt un fait accompli et on pourra peut-être juger de la validité des arguments pour le métro express et contre le métro express. Pourriez-vous résumer ces arguments, c'est-à-dire les arguments pour et les arguments contre le métro express? Alors, laissez-moi commencer par les arguments contre, parce que je sais que vous avez bien dit que c'est un fait accompli. Alors, contre, c'est comme si on avait des appréhensions par rapport à ce qui adviendra au système de transport à Maurice actuellement. Parce qu'il y a les chauffeurs, ceux qui roulent les autobus. Maintenant, on doit penser qu'adviendra-t-il de ces personnes-là du moment où il y aura le métro. Ça, c'est une chose. Deuxième question, c'est également ce qu'on appelle les gens, comment ils vont s'habituer à ce nouveau mode de transport, parce qu'à Maurice, il n'y avait pas ce genre de choses auparavant.
Et une troisième constatation, ça peut être au niveau de l'environnement. Comme vous savez bien, il y a pas mal de constructions de part d'autre à travers Maurice. Et puis, tout récemment, il y a eu ce problème avec les habitants de Rosil, Beaubassin-Rosil, où il y a eu un problème au niveau de l'égout et ça a créé un peu de pollution, destruction un peu de l'environnement, tout ça. Alors ça, c'est les aspects contre. Maintenant, au niveau pour, moi, je pense qu'il faut commencer à accepter que si l'île Maurice est en train de progresser économiquement, on ne peut pas également affecter notre productivité. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'absentéisme, perte de productivité, perte de temps aussi au travail. Alors tout ça affecte un peu notre économie. Et notre croissance économique n'a été que léthargique, que de 3% par an. Mais avec un système qui est comme si bien élaboré, qui est utilisé à l'extérieur, bien viable, je pense bien. Moi, je pense que le système de métro, en partie, résoudrait le problème du transport à Maurice. Et peut-être que moi, j'aurais bien aimé que ça s'étendrait, pas seulement dans les régions rurales, urbaines, mais également dans les régions rurales, pour donner plus de satisfaction et plus de confort aux passagers. Et une autre chose, c'est au niveau de la pollution. Alors, ça résout le problème de la pollution parce que ça utilise l'énergie électrique, donc c'est quelque chose de positif. Donc, voilà quelques aspects. J'ai vu ça à l'étranger. J'ai voyagé même par le métro dans les différents pays, mais ce que je peux vous dire, c'est assez pratique par rapport au système qu'on a actuellement. Et ça donne également une image au peuple mauricien, à tout le monde, que voilà, c'est un système qui est très bien. Alors là, je voudrais préciser que ce qu'on appelle le métro express, c'est en principe un système de tramway qu'on aura à Maurice. Donc, ça va être quelque chose qui est similaire, qu'on a un peu à Singapour. Alors, ça, c'est un système un peu plus simplifié par rapport au vrai métro qu'il y a peut-être dans les grandes agglomérations. Il est question de Smart Cities dans Société en économie évolutive. Dans quelle mesure ces cities sont-elles smart? Actuellement, je peux dire que ces Smart Cities ne sont pas comme si mises en application. C'est toujours un peu au niveau conceptuel. Ce n'est pas tout à fait établi. Mais Smart Cities, le concept de Smart Cities, c'est quoi en fait? C'est d'aller travailler là-bas, de vivre là-bas et de se divertir. Donc voilà trois principes, vivre, travailler, se divertir. Alors ça, on doit voir ça, si ça se réalise, ça devient quelque chose de concret. Alors pour le moment, il y a à peu près 11 projets de Smart Cities et chaque projet reste un petit peu différent l'un de l'autre. Il y a un à Tamarin, il y a un qu'on va faire industrie de cinéma, peut-être un Smart City de ce genre. Il y a un où il y aura un peu de Fab Lab, il y a un où il y aura un peu de coworking, des gens qui vont travailler ensemble. Donc ce concept de Smart City reste intéressant, dans le sens où actuellement, on veut bouger un peu vers la croissance économique, on veut encourager des gens à travailler. Et il y a aussi cette question où on veut encourager les gens comme si à avoir un salaire meilleur, parce que l'île Maurice vise à sortir de ce qu'on appelle ce problème de mid-income trap. Alors pour cette raison-là, je pense peut-être que le Smart City, c'est une bonne chose. Mais la question fondamentale, c'est quoi? La question fondamentale, c'est d'intégrer la population mauricienne. On ne va créer des ghettos, des gated cities où il y a des personnes qui sont bien nichées. Alors eux, ils sont à l'intérieur et pour les autres, ils ont toujours pas mal de problèmes à voir. C'est toujours la société à deux vitesses. Donc l'objectif de ce Smart City, pour moi, ce serait comme si, à long terme, d'intégrer toute la population mauricienne pour voir vraiment s'il y a quelque chose de concret qu'on produit et également qui vise à faire de l'île Maurice un pays à haut revenu. Donc ça, c'est le concept de Smart Cities. Gaston Valaiden, vous avez adapté et mis en scène le roman du Timol, Le journal d'une vieille folle. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce texte? Comment présenteriez-vous l'intrigue? Tout d'abord, je dois dire que je suis comédien, metteur en scène et dramaturge. Oumar est venu voir mes deux dernières créations, Le neveu de Daniel Labonne et Cette brûlante envie de servir de Lindsay Douki. Alors Daniel Labonne, on ne le présente pas, il est dramaturge, il connaît le théâtre. Donc, quand j'ai fait la mise en scène de sa pièce Le Neveu, donc j'ai rien changé, je n'ai pas adapté. Mais par contre, le texte de Lindsay Douki, vous connaissez, c'était été pris Jean Fanchette. J'ai dû retravailler parce que Lindsay Douki, par exemple, ne connaît pas le théâtre. Hein? Voilà, donc j'ai dû retravailler le texte. Oumar est venu voir la pièce. C'est à ce moment qu'il m'a donné son texte, me dit
Gaston, regarde ce que tu peux faire avec ce texte. Je dois dire que j'ai bien aimé le texte. J'ai lu, relu plusieurs fois, avant de prendre une décision, bien sûr. Donc, la première chose qui m'a frappé, c'est le personnage tragique. Et j'aime le personnage. Je suis tombé amoureux de ce personnage. Donc, parce que, justement, l'histoire tourne autour de ce personnage, vous voyez. Donc, j'ai bien aimé le personnage. Et il faut dire, j'ai bien aimé le texte, parce que le texte est poétique, c'était très bien écrit. Voilà. Alors, j'ai dit à Oumar, bon, j'aime ton texte, j'aime ce travail, mais maintenant, le problème, c'est de le mettre sur scène. Là, il faut retravailler. Est-ce que tu vas me donner la liberté de faire les changements qu'il faut pour retravailler? Tu me donnes la liberté d'adaptation. Il me dit, Gaston, tu vas de l'avant, tu fais ce que tu veux avec le texte. Alors, il y a un mot qui m'a attiré dans ce texte, c'est l'éveil. Je crois qu'il y a, dans ce journal, il y a un jour où le personnage parle de l'éveil. C'est ça, je crois, qui vraiment, c'est la clé. Disons qu'on peut expliquer pourquoi cette vieille folle, elle tombe amoureuse d'un jeune homme. Donc, c'est l'éveil. C'est-à-dire, après combien d'années, elle découvre, pas redécouvre, mais elle découvre l'amour. Et ça, je trouve ça très beau, parce que beaucoup de gens vont la condamner. Mais nous, il faut que nous essayions de comprendre vraiment ce qui se passe dans la tête de cette vieille folle. Nous, les gens qui regardent l'auditoire, ils vont dire, bon, c'est une folle. Je crois qu'on m'a bien dit le journal d'une vieille folle, parce que beaucoup de gens vont l'accuser d'être folle. Mais au fait, elle n'est pas folle, elle est amoureuse. Elle est disons, un être humain. Donc, elle a le droit d'aimer. C'est ça que j'ai pris comme l'intrigue vraiment pour jouer la pièce. Gaston, comment s'est passée la mise en scène de cette pièce qui est centrée sur un personnage? Comme vous le savez déjà, chaque personne a une façon de voir la pièce. Même si vous-même, quand vous avez déjà lu la pièce, vous connaissez le texte, donc vous avez une idée qui peut-être n'est pas la mienne. D'accord? Donc tout le monde, même un autre metteur en scène aussi, va trouver la pièce différemment. Donc moi, ce que j'ai fait, lorsque j'ai contacté Vanessa, je dois dire que Vanessa, c'est son premier rôle. Elle a montré vraiment un intérêt pour le théâtre. Je lui ai proposé ça, la première question qu'elle m'a posée, tu crois que je peux faire ça? Je dis, si je te demande de jouer ce rôle, c'est parce que j'y crois. Je crois que tu peux le faire. N'importe quelle personne, nous sommes tous des comédiens, d'accord? Pourvu que, bon, il y a un metteur en scène qui fait le travail qu'il faut. Donc, c'est à ce moment que j'ai commencé avec Vanessa. Maintenant, moi, j'ai introduit les deux personnages, c'est-à-dire le mari et le jeune homme. Le jeune homme qui est la cause de l'éveil du personnage. Alors, j'ai fait un jeu indirect entre la vieille folle et les deux personnages. Ils jouent indirectement. Il n'y a pas de dialogue directement, mais je fais des dialogues indirects. Et ça, moi, je trouve ça... beaucoup de personnes sont venues me voir et me disent, bon, c'est une trouvaille quand même de jouer, de faire ce jeu indirect. Ils ont bien aimé. Et puis, à la fin aussi, j'ai fait l'adaptation. J'ai demandé à la vieille folle de partager le repas qu'elle donne à ce jeune homme, de partager le repas. C'est-à-dire que si le jeune homme meurt, elle aussi, elle part. C'est-à-dire l'amour reste là
entre les deux, il n'y aura pas de, disons, d'échappatoire. Elle ne va pas s'échapper pour raconter ça quelque part ailleurs. Donc tout se termine là. Vinecha Bissonduyal, pourriez-vous nous parler du personnage central que vous interprétez dans le journal d'une vieille folle? En fait, le journal d'une vieille folle, ça parle d'une sexagénaire mauricienne qui vit à Paris depuis 30 ans avec son mari. Et au fait, le journal, c'est un petit peu, c'est un petit peu la vie ratée de cette sexagénaire. Elle se déverse un tout petit peu sur la page. Ça parle de son mal-être, un petit peu de son désespoir de n'avoir pas réussi sa vie. Et elle le fait de manière vraiment poétique. C'est ça ce que j'aime bien dans le texte aussi et dans toute la pièce. Donc c'est le mal-être d'avoir pas vraiment réussi sa vie. Et au fait, elle a une lucidité où elle réalise vraiment au fait qu'elle n'a pas réussi. Et là, ce qui se passe, elle vit avec son mari qui décide un tout petit peu de lui présenter un jeune Mauricien pour qu'elle ait de la compagnie, pour qu'elle puisse converser, etc. Et au fait, là, ce qui se passe, elle tombe amoureuse de ce jeune homme, mais elle ne peut pas le révéler. Et c'est un peu ce déchirement entre l'image de la vieille folle, les sentiments qu'elle ressent pour ce jeune homme, les sentiments qu'elle a envers son mari et Paris et sa vie ratée, au fait. C'est un petit peu le déroulement de la pièce. Donc dans le journal de cette Mauricienne, justement, qui vit à Paris, l'extrait du 6 mars, en fait, elle dévoile un tout petit peu, on apprend qu'elle commence à avoir des sentiments pour ce jeune homme, qui est exprimé vraiment poétiquement. Et juste après, l'extrait du 12 mars, là, ce qu'on réalise, au fait, qu'elle est au courant que ces sentiments peuvent sembler vraiment absurdes, vraiment grotesques pour des gens qui diront que... Parce qu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme, vraiment d'un jeune homme, et elle a 60 ans. Elle est dans un mariage vraiment désolant, et là, elle réalise qu'elle est peut-être devenue vraiment grotesque, et elle lâche tous ses sentiments dans son journal et qu'on retrouve au théâtre. Vinecha, vous êtes une scientifique. Pourquoi cet intérêt pour la littérature, pour le théâtre? En fait, quand j'étais petite, on me disait que j'étais douée pour les sciences, donc j'ai continué dans ce domaine, mais en sachant que réellement, j'aimais beaucoup les mots aussi. Vous avez une sensibilité pour les mots, pour la littérature que je n'ai pas pu explorer quand j'étais petite. Donc là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Gaston lors d'une rencontre. Je lui ai fait part de l'envie de faire du théâtre et d'allier les deux, en fait, parce que le théâtre, c'est tout d'abord un travail de texte. Donc on fait les deux en même temps, c'est un travail d'expression et le texte majoritairement. Donc ça me permet de faire les deux, mais c'est beaucoup... Ça vient de cet amour des mots, peut-être d'une belle tournure de phrase qu'on retrouve. Donc c'est pour ça, c'est juste pour explorer tout ça et donner la chance à la petite qui voulait apprendre le théâtre et la littérature. 6 mars. Envie de pleurer. Envie de poser ma tête sur ton ventre. Écouter le roulis des nuages ou les berceuses de ton sang. Poser ma tête sur ton ventre et être un enfant. Ainsi, ne plus être mais m'extraire du temps. Envie de pleurer car il y a en toi quelque chose d'indéfinissable qui échappe aux mots qui me brisent. Une hache qui coupe, tranche et viscère. Envie de pleurer car ton corps abrite les origines du sens. Car ton corps est refuge quand tout se désagrège. Car tu es mon père et mon frère. Car tu es. Oh, va-t'en, va-t'en, je suis folle, il faut que j'arrête. Mais dis-moi, est-ce que tu reviendras demain ? 12 mars. Matin, enfin. Allez, ne fais pas la mijaurée.
Affronte donc le miroir, dis-le à haute voix. J'ai un faible pour lui. Blague monstrueuse, n'est-ce pas? C'est du grand comique. Te voilà actrice dans un film de série Z, une vraie caricature. Est-ce que tu entends? Monter le rire obscène des spectateurs, l'entends-tu? Oh, il faut que tu arrêtes, vieille folle! Lakshmi Jawan, votre nouvelle en français, Le Lion, parue dans le dernier recueil de la collection Maurice, est le journal d'un prisonnier. Alors, ce prisonnier est un garçon comme les autres. Il a évolué dans un monde où tout le monde veut s'assumer, veut se prouver, et la réussite est matérielle. Il veut réussir comme les autres. Il n'arrive pas à faire comme les autres, donc il se retrouve impliqué dans un braquage. Mais c'est en prison qu'il va connaître une transformation différente. Donc pour parler de cette transformation, je me suis inspirée des stades de développement du philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Lui, il parle du chameau, du lion et du bébé ou de l'enfant. C'est-à-dire qu'on commence par être très soumis, on veut se soumettre au système, on veut avoir ce que les autres ont. Et puis on se rebelle, à un moment donné on devient un lion, on rugit, on apprend à s'affirmer. On dit ok, s'il faut rendre le mal par le mal, je vais le faire. Mais par la suite, le bébé, lui, il comprend le monde, mais il dit je ne vais pas forcément devenir comme les autres. Je peux utiliser cette bravoure, je peux utiliser cette nouvelle force, mais la canaliser différemment. Donc vous allez voir comment ce garçon-là aussi, il apprend à s'assumer, oui, il rend la violence par la violence, mais comment après, il y aura un événement qui va déclencher une autre transformation. Il va dire, ok, je peux m'assumer, mais sans faire mal aux autres. Et qu'il y a finalement plusieurs manières d'avancer. Que avancer, ce n'est pas forcément réussir matériellement, mais grandir en tant que personne. La nouvelle est inspirée d'une histoire vraie. Je connais une dame dont le garçon a été impliqué dans un braquage, qui a été victime de brutalité policière et qui a vu les autres personnes un peu plus friquées, qui ont plus d'argent sortir, alors lui, il était là-bas. Mais le reste, j'ai développé à ma façon. J'aurais aimé que le garçon connaisse aussi cette transformation, mais le reste, j'ai développé à ma façon. Il y a des choses que je voulais décrier aussi, comme l'abus sexuel en prison, ça existe, mais on n'en parle pas. Ça existe, ce sont des choses dont j'ai entendu aussi. Donc j'ai profité de l'occasion pour en parler, de mettre tout ça dans cette nouvelle-là et ajouter un peu de philosophie aussi dedans. Steve Modram, vous avez collaboré au dernier recueil de la collection Maurice, Paboose Fix, Marching On, Avancé. Votre nouvelle en créole, Sarah, est l'histoire d'un fait divers, d'une jeune fille qui accouche à 16 ans et qui est délaissée par le père de son enfant. Et l'histoire est inspirée de tout ce qui se passe actuellement dans la société mauricienne, où nous retrouvons pas mal de mères célibataires. Et ce que l'histoire voudrait, et ce que l'histoire retranscrit, c'est le courage de ces jeunes filles de porter jusqu'au bout cet enfant en elles et de donner vie à cet enfant. Et Sarah est une belle illustration de cela. Et l'histoire nous parle de ce qu'elle vit au quotidien en étant enceinte et aussi du préjugé de ses parents, de la pression de la société. Mais ce combat interne, ce combat personnel qu'elle vit pour amener au bout cette grossesse et donner vie à son enfant. L'idée de Sarah était au départ une collaboration avec Charlotte Nina. On avait voulu faire de Sarah un court-métrage pour évoquer le parcours d'une fille, mère célibataire. Et nous avons attendu pendant un bon moment pour développer l'histoire parce que c'était uniquement un simple paragraphe. Et là est venu le thème proposé par Immédiat. Et j'ai demandé la permission, je dis mais nous n'avons pas pu travailler encore, mais l'histoire de Sarah est idéale pour ce thème, c'est-à-dire Paboose Fix, de mentionner
que c'est une mère célibataire qui décide de porter jusqu'au bout son enfant. Et de là, j'ai commencé à développer l'histoire et les idées sont venues et l'histoire est arrivée à terme. Yesha Mahadeo Dugakant, you have written a short story, The Melody of Love, for the collection Maurice. It is the story of a loss. More than being a story of a loss, it's the dichotomy between what's lost and what's gained by the character in the story. The lady in the story faces a tragic loss, and the whole story is the processing of those emotions of what she's lost. And I wanted to capture every essence of how painful a loss is. So the character undergoes a series of emotion as she goes through rage. She's angry because she's lost something that's really precious to her. And then after the initial anger, she's hit with the tragedy and the tears and the bleakness of it all. And she lets it run through her body and through the tears that that comes from her, basically. But it also catches the beauty in the sense that despite the fact that she has lost something that's immensely dear to her, she is seeing it from another perspective. In the absence of everything that she's lost, she's also being able to capture the different things, the different memories that she's created, basically, and she can sense that she's not lost all. Everything, all the emotions that were in her following all the tragedy, she can still feel that it's there. She can feel the presence of the love that is in her. She can feel it in her heartbeats. She can feel it in each of her breath. And she knows that she's lost very little. She's gained a lot, and that is enough to give her enough courage to walk on, basically. So tying in with the theme of the short story, basically, and looking ahead in the face of loss. Loss is not the end point. Very often a lot of people feel that the end of something or losing something is the end point. It's just the start. It's a lesson to be learned and taken from it. So that's what the story is about, basically.